Bonsoir, chers compatriotes de la diaspora à l'Ituri, au Congo central. Bienvenue sur Inside News RDC. Si vous nous ouvrez votre porte ce soir, c'est parce que vous exigez la vérité brute sur la marche de notre nation. En ce vendredi 13 février, le climat est lourd d'une attente presque insoutenable. Notre pays retient son souffle face à l'annonce d'un énième cessez-le-feu dans l'Est, un accord dont les contours se dessinent dans les salons de Luanda et les bureaux de Doha. Entre les promesses diplomatiques et le fracas des armes qui ne s'éteint jamais vraiment, nous nous demandons tous si la paix est enfin à nos portes ou si nous assistons à une nouvelle manœuvre de diversion. Le fil conducteur de notre édition est cet équilibre fragile entre la survie de notre intégrité territoriale et les pressions extérieures. Nous allons décortiquer comment la République tente de protéger sa souveraineté à travers des accords de défense signés avec nos voisins de Brazzaville et Luanda. Nous irons aussi à Gongo, où la terre s'effondre sous les pieds de nos frères. Une urgence que le pouvoir central ne peut plus ignorer. Nous jetterons un regard froid sur les chiffres de notre économie, où les milliards du lithium contrastent violemment avec les 20 petits dollars de crédit disponibles pour chaque Congolais. Ce soir, nous refusons les discours lissés pour regarder la réalité en face. La question est simple. Notre souveraineté est-elle un bouclier réel ou un simple mot dans des communiqués officiels? Notre destin national se joue-t-il encore à Kinshasa ou s'est-il perdu dans les dédales des médiations étrangères? C'est l'information majeure que nous rapporte Jocelyn Lombin pour congopresse.com. Kinshasa vient de confirmer officiellement avoir accepté le principe d'un cessez-le-feu. Ce mouvement diplomatique suit l'initiative du président angolais João Lourenço. Le communiqué publié ce vendredi précise que le chef de l'État agit dans un esprit de responsabilité et de recherche d'une solution pacifique. Ce gel des positions s'appuie sur le mécanisme de surveillance signé le 14 octobre 2025 à Doha, au Qatar. Il impose un arrêt immédiat de tout renforcement militaire et interdit toute modification du statu quo sur le terrain, avec une entrée en vigueur proposée pour le mercredi 18 février à midi précise. Regardons maintenant ce dossier avec les yeux de la réalité, loin des salons feutrés. Nous devons passer cette annonce au test de nécessité. Avons-nous vraiment besoin d'un énième gel des positions alors que les rebelles de l'AFC et du M23, portés par le Rwanda, consolident chaque jour leur administration à l'Est? Ce cessez-le-feu ressemble à un répit tactique offert à l'agresseur. Pendant que nos troupes s'immobilisent, l'administration rebelle s'installe à Goma et Bukavu, perçoit des taxes et renforce son emprise. Est-ce là une étape vers la paix ou le début d'une occupation terranisée? Appliquons ensuite le test de souveraineté. Pourquoi ce mécanisme est-il signé à Doha et surveillé par Luanda plutôt que d'être piloté par nos propres institutions républicaines? Voir l'avenir de notre pays se décider dans un émirat du Golfe pose une question douloureuse sur notre autonomie diplomatique. Nous ne pouvons ignorer le test de l'arnaque. Les millions de dollars injectés dans ces mécanismes de suivi profitent-ils à la paix ou alimentent-ils une bureaucratie diplomatique stérile? De Washington à Doha, les engagements de gel strict n'ont jamais empêché les rotations de troupes rwandaises. Le communiqué de Kinshasa prévient que toute consolidation unilatérale compromettrait la crédibilité du processus. Mais qui va réellement contrôler ces mouvements dans les forêts denses du Kivu? Le test de réalité est encore plus cinglant. Le gouvernement prétend que ce mécanisme garantira une cessation effective des hostilités. Mais l'histoire de notre nation est un cimetière d'accords violés. Sur le plan international, cette décision est le fruit d'une pression intense de la médiation africaine. Le président togolais Faure Gnassingbé, agissant au nom de l'Union africaine, multiplie les allers-retours entre Kinshasa, Kigali et Entebbe. Il est appuyé par des figures comme le professeur Robert Dussey et l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Mais nous devons nous interroger. Cette paix est-elle conçue pour protéger le citoyen congolais
ou pour satisfaire l'agenda des puissances étrangères qui exigent le calme pour extraire nos minerais. Pour nos compatriotes déplacés, un cessez-le-feu sans retrait définitif de l'agresseur n'est qu'une condamnation à l'exil intérieur. La souveraineté ne se décrète pas dans un communiqué. Elle se vit lorsque chaque centimètre du territoire est sous contrôle. Accepter de geler les positions alors que l'ennemi est à l'intérieur de nos murs est un pari risqué. Le gouvernement affirme que ce choix est fait pour l'apaisement. Mais l'apaisement sans justice n'est souvent qu'une soumission qui attend son heure. Nous devons rester vigilants, car le risque est grand de voir ce statu quo devenir la nouvelle frontière de fait de notre pays. Cette méfiance citoyenne est le socle sur lequel nous devons juger la restructuration de notre sécurité régionale. Pendant que la diplomatie internationale s'active, Kinshasa renforce ses piliers régionaux pour sortir de l'isolement. Le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo, rentre de Brazzaville avec un accord de collaboration que les deux parties qualifient de durable et structuré. Il s'agit de rétablir une confiance qui s'était érodée entre les deux rives du fleuve Congo. Prince Mayero, pour l'ACP, nous précise que ce partenariat ne se limitera pas à des poignées de main protocolaires. Les deux pays s'engagent dans un partage systématique de renseignements et une formation militaire conjointe. Guy Kabombo a d'ailleurs visité l'Académie militaire Marianne Gwadi et l'école militaire préparatoire Général Leclerc pour sceller ce rapprochement. L'objectif est clair, sécuriser nos frontières communes contre la criminalité transfrontalière et les infiltrations qui déstabilisent la capitale. Dans le même temps, la solidarité se précise vers le sud. À Luanda, Jacquemin Chabani a signé l'acte de création de la Commission permanente mixte Défense et Sécurité entre la RDC et l'Angola. C'est une étape cruciale pour notre nation. Les experts des deux pays, réunis pendant 2 jours, ont recommandé un renforcement des échanges entre les commandements militaires et policiers. Cette structure institutionnalise enfin une coopération qui était jusqu'ici ponctuelle. L'Angola, par la voix de son ministre Manuel Gomez, réaffirme son attachement aux principes démocratiques et condamne fermement le recours à la force pour déstabiliser les États. Pour nos concitoyens, cela signifie que nous ne sommes plus seuls face à l'adversité, mais que nous construisons un bloc de résistance avec nos alliés naturels. Cette restructuration de notre sécurité avec nos voisins immédiats est une réponse stratégique directe à l'agression rwandaise. En verrouillant nos frontières avec le Congo-Brazzaville et l'Angola, nous réduisons les zones d'ombre où l'instabilité pourrait s'exporter. C'est une manière de dire au monde que la solidarité africaine peut se construire sur le terrain opérationnel. Mais au-delà des signatures, c'est l'efficacité réelle qui sera scrutée. Cette nouvelle dynamique de défense est-elle le prélude à une autonomie stratégique réelle face aux grandes puissances qui courtisent notre pays? Cette question nous amène directement au ballet diplomatique qui se joue actuellement au Palais de la Nation. Le Palais de la Nation est devenu le théâtre d'une compétition diplomatique intense où chaque puissance avance ses pions. Le chef de l'État a reçu Ian McCarry, le chargé d'affaires de l'ambassade américaine. Washington insiste sur un partenariat stratégique centré sur la pacification de l'Est et la restauration de l'autorité de l'État. Pour l'administration américaine, la stabilité est le préalable à tout investissement sérieux. Félix Tshisekedi a rappelé que la RDC veut convertir ses ressources stratégiques en puissance de développement. Les États-Unis, par la voix de leurs congressmen, semblent enfin comprendre que la paix doit redevenir une réalité tangible pour que les affaires reprennent. Face à ce narratif américain axé sur la sécurité et la transparence, la Chine joue la carte de la souveraineté et des infrastructures. Aimé Boji Sangara, président de l'Assemblée nationale, a échangé avec l'ambassadeur Zhao Bin. Pékin réaffirme son soutien total à l'intégrité territoriale de la RDC et privilégie une approche de développement des capacités institutionnelles sans ingérence politique. Là où les États-Unis parlent de processus de paix et de respect des lois, la Chine parle de coopération interparlementaire et d'appui technique direct aux institutions. C'est une opposition frontale de modèles, le partenariat libéral
contre le soutien structurel. Pour nous, citoyens congolais, ce balai des puissances pose une question fondamentale sur l'impact réel dans notre quotidien. Qu'est-ce que ces échanges changent pour le jeune diplômé de Kananga ou la commerçante de Lufo? Les discours sur les investissements responsables sont séduisants, mais le peuple attend des usines, des routes et surtout la création d'emplois locaux. La RDC ne doit pas être un simple terrain de jeu pour géants en quête de cobalt, mais un partenaire exigeant qui impose sa propre vision. Cette stabilité politique recherchée est d'ailleurs une question de vie ou de mort pour la survie de nos infrastructures vitales en province, là où la nature semble s'allier à l'oubli des hommes. Quittons les salons diplomatiques pour la réalité rugueuse du Kwilu. À Gumbu, le paysage qui ressemblait autrefois à la Suisse est devenu un piège mortel. Placide Tabasenge nous décrit une cité en sursis. Imaginez 50 bouches béantes, des monstres de terre sablonneuse qui encerclent la ville. Ces érosions spectaculaires grignotent les quartiers résidentiels chaque jour. Le silence de la nuit est désormais troublé par le fracas sourd des pans de terre qui s'écroulent, emportant avec eux les espoirs des familles. Les bâtiments administratifs et les écoles ne sont plus qu'à quelques mètres du gouffre, suspendus au-dessus de précipices de plusieurs dizaines de mètres. La situation est critique car Gumbu n'a qu'un seul cordon ombilical, la route qui mène vers l'Angola. Mercredi dernier, un gros camion s'est renversé à seulement 6 km de la cité, bloquant tout trafic sur cette voie délabrée. Sans voie secondaire, la ville étouffe instantanément. Le sel, le savon et le carburant en provenance d'Angola n'arrivent plus. Le prix des denrées fluctue désormais au rythme de l'avancée des ravins. Les familles voient leurs maisons s'écrouler, devenant des exilés sur leur propre terre, sans que personne ne vienne stabiliser ce sol qui se dérobe. Pourquoi devons-nous toujours attendre que le pire arrive pour agir? Cette cité, chère à Antoine Dizenga, risque de disparaître de la carte sous les yeux des autorités territoriales. Gumbu a besoin d'une thérapie de choc immédiate. Pas de promesses budgétaires pour l'année prochaine. La gestion des catastrophes naturelles ne peut plus se limiter au quartier chic de Kinshasa. Si cet axe vital vers l'Angola est définitivement coupé, c'est toute une économie régionale qui s'effondre dans un ravin. Ce drame nous rappelle que le développement est d'abord une question de protection physique de notre sol, une priorité que l'on retrouve dans les grands chantiers de la capitale. À Kinshasa, la gestion de la ville tente de retrouver un second souffle sous l'œil vigilant de l'Inspection générale des finances. Les inspecteurs viennent de boucler un contrôle sur les chantiers de voirie gérés par l'Agence congolaise des grands travaux. Christian Dimaniayi nous rapporte que l'avenue du tourisme est désormais bétonnée, même si l'IGF émet des réserves techniques sur les jonctions avec l'ancienne chaussée. Plus loin, sur l'avenue Jacquier, un investissement de 25 millions de dollars est à l'œuvre dans le cadre du projet CIFAT. C'est un chantier école où les étudiants de l'INBT travaillent sous la supervision de leurs enseignants. L'argent public est ici utilisé pour former la relève, tout en modernisant nos artères. Pendant ce temps, le gouverneur Daniel Bumba passe à l'offensive avec son opération Retour à la norme. Le bidonville de Bakadjouma, foyer historique d'insalubrité et de choléra à Limete, a été démoli. Les familles déguerpies sont en cours de relogement vers un site aménagé à Kinkole. L'objectif est de sécuriser l'emprise ferroviaire pour permettre la volance du train urbain. Le gouvernement provincial prévient qu'aucune réoccupation ne sera tolérée. C'est une reprise en main musclée de l'espace public pour améliorer la mobilité de millions de Kinois qui étouffent dans les embouteillages. Sur le plan national, la modernisation aéroportuaire s'accélère pour désenclaver nos provinces. À Kananga, Jean-Pierre Bemba a inspecté les travaux de la nouvelle aérogare avec Harish Jaktani. L'infrastructure prend forme et promet de transformer le Kasaï en carrefour économique. À Bunia, l'aéroport Murongo entre dans sa phase finale. Un expert serbe est arrivé pour le marquage de la piste et du tarmac. Bientôt, les gros porteurs pourront atterrir directement en Ituri, boostant les échanges commerciaux. Ces investissements sont présentés comme un retour à la norme,
Mais ils doivent surtout s'inscrire dans une vision globale, où l'économie minière finance réellement le développement de nos provinces. L'économie minière continue de dicter le rythme de notre croissance apparente. À Manono, le géant Zijin Mining s'apprête à injecter près d'$1 milliard pour exploiter le lithium du Tanganyika. Malgré une chute des cours mondiaux de plus de 80%, l'investissement se maintient car le gisement est l'un des plus riches au monde. Le projet est colossal. Construction d'usines de conversion, réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Mpianamwanga et création d'un pont logistique routier vers le port de Dar es Salaam via Kalemi. C'est une pièce maîtresse de la transition énergétique mondiale qui se joue sur notre sol, transformant Manono en un pôle industriel majeur d'ici juin 2026. Cette transition énergétique touche aussi le Lualaba avec des solutions innovantes. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité vient d'autoriser Cross Boundary Energy à fournir de l'énergie solaire au complexe minier de Kamoa-Kakula. Plus de 400 000 panneaux solaires vont permettre de réduire les émissions de CO2 de 78 000 tonnes par an, tout en créant 900 emplois temporaires. Le secteur minier tente ainsi de s'émanciper des hydrocarbures importés pour une énergie locale et stable. C'est une avancée technologique qui place la RDC au cœur des enjeux climatiques du XXIe siècle. Pourtant, cette opulence minérale ne ruisselle pas encore dans les foyers congolais. En janvier 2026, le compte du Trésor a enregistré un déficit budgétaire de 466 millions de dollars, les recettes peinant à atteindre les prévisions. Plus frappant encore, les chiffres de la Banque centrale révèlent une fracture financière béante. L'année dernière, chaque Congolais n'a reçu en moyenne que 20 $ de crédit bancaire, tandis que l'épargne moyenne stagne à 16 $ par habitant. Le contraste est violent. Nous parlons de milliards de dollars pour le lithium, mais le quotidien de nos concitoyens reste marqué par une précarité financière extrême. Cette réalité macroéconomique pèse sur notre diplomatie, car une nation qui ne finance pas sa propre consommation reste vulnérable aux décisions prises à l'étranger. Au sommet de l'Union africaine, à Addis Abeba, Julien Paluku porte la voix de notre ambition commerciale. Le ministre plaide pour une accélération de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. L'idée centrale est de supprimer les taxes douanières sur les produits d'origine africaine. Pour nous, cela signifie une baisse immédiate du coût de la vie si les produits alimentaires circulent sans entrave depuis nos voisins. Julien Paluku estime que nous devons nous délester de taxes archaïques pour booster la richesse collective et créer un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. En quoi cela change-t-il l'avenir de la nation ? C'est la promesse d'une RDC qui ne se contente plus d'être un réservoir de matières premières exportées vers l'Asie ou l'Europe, mais qui devient le moteur industriel d'un continent intégré d'ici 2030. Cette vision impose une transformation profonde de notre appareil productif pour que le Made in Congo devienne une réalité tangible sur les étals de Lagos ou de Johannesburg, garantissant ainsi une indépendance économique face aux fluctuations des marchés mondiaux. À l'autre bout de l'axe diplomatique, une nouvelle inquiétante nous vient de Belgique. La Maison africaine de Bruxelles, qui accueille nos étudiants depuis 1961 au quartier Matange, est menacée de fermeture. Le gouvernement belge a décidé de supprimer la totalité des subventions, soit 1,7 million d'euros pour l'ensemble des foyers. C'est un coup dur pour les 400 étudiants congolais qui attendent un logement décent à prix modéré pour poursuivre leur formation spécialisée. Thierry Van Pevenage, le gestionnaire, dénonce une mesure brutale et unilatérale. En quoi cela change-t-il l'avenir de la nation ? Cette décision marque une rupture symbolique nette dans la coopération Nord-Sud et rappelle que la solidarité européenne est à géométrie variable. Elle oblige notre pays à prendre ses responsabilités historiques en finançant lui-même le soutien à ses élites en formation à l'étranger. Nous ne pouvons plus déléguer l'encadrement de nos futurs cadres aux anciennes puissances coloniales. C'est un appel brutal
à la souveraineté intellectuelle et à la mise en place d'un fonds national pour la formation de nos talents expatriés. Avant de clore cette édition, nous faisons le tour des urgences en province, car chaque vie congolaise compte, de la brousse aux centres urbains. En sécurité, le sang a encore coulé dans le territoire de Béni. Les rebelles de l'ADF ont attaqué le village d'Ilimba ce jeudi, exécutant lâchement 2 civils. Parmi les victimes figure l'épouse du président de la société civile de Mantumbi et son fils. Diobon Mugenze nous rapporte que cette attaque à l'arme à feu a jeté des centaines de familles sur les routes de l'Exode, rappelant la fragilité du dispositif sécuritaire malgré les opérations militaires en cours dans la zone. Toujours à Béni, une lueur d'humanité émerge dans ce chaos. La coalition FARDC-UPDF annonce 2 jours de soins gratuits les 18 et 19 février prochains. Toutes les pathologies sont concernées, des consultations générales aux interventions spécialisées. Cette initiative vise à renforcer le mariage civilo-militaire et à soulager une population dont le système de santé est dévasté. Les enregistrements sont ouverts à l'hôpital de référence de Béni et à l'hôpital militaire de Mambanbo. Au Congo central, le marché transfrontalier de Lufu a été ravagé par un incendie ce jeudi. 5 dépôts de marchandises ont été réduits en cendres à cause d'un réchaud à gaz laissé sans surveillance. Bien qu'aucune perte en vie humaine ne soit à déplorer, les dégâts matériels sont immenses pour les commerçants. Cet incident souligne l'urgence de moderniser la sécurité incendie dans nos espaces commerciaux les plus névralgiques pour protéger l'économie domestique. Sur le plan social, la ministre Raissa Malou a suspendu le directeur national de la DINACOP, Boniface Mbaka, pour manquement professionnel grave. Il est accusé d'avoir entravé la gestion de la paye des enseignants. Parallèlement au fonds de promotion culturelle, Barbara Kanam a présidé la première remise historique des décomptes finales aux agents retraités. C'est un geste fort pour la dignité de ceux qui ont consacré 35 ans de leur vie au rayonnement de notre culture nationale. Enfin, en sport, nos léopards préparent les barrages mondiaux. La RDC affrontera les Bermudes en match amical le 25 mars à Guadalajara, au Mexique. Cette rencontre se jouera à huis clos pour permettre au staff technique de s'adapter à l'altitude. C'est un test de caractère essentiel pour nos fauves qui rêvent de ramener le drapeau tricolore sur la scène mondiale pour la première fois depuis 1974. Nous arrivons au terme de cette édition qui nous a montré une nation à la croisée des chemins. Nous avons analysé l'acceptation délicate d'un cessez-le-feu sous médiation étrangère, le renforcement de nos alliances sécuritaires avec l'Angola et le Congo-Brazzaville, et l'urgence absolue de sauver Gungu de l'effondrement physique. Nous avons aussi mis à nu le paradoxe d'un pays qui attire des milliards dans ses mines, mais laisse ses citoyens avec des miettes de crédit bancaire. Toutes ces réalités convergent vers un seul impératif, la vigilance citoyenne. Comme le disait un sage de nos terres, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Un accord signé à Doha ou Washington ne vaut que s'il se traduit par le silence des armes dans le Kivu et le retour de nos déplacés dans leurs champs. La souveraineté ne se délègue pas, elle s'exerce par la présence de l'État et la justice sociale. Restons lucides face aux promesses diplomatiques et exigeants envers ceux qui nous dirigent. Je vous invite à approfondir ces enjeux en regardant nos dossiers d'analyse sur notre chaîne YouTube Inside News Review. Ne manquez pas notre enquête spéciale, l'agression rwandaise entre mensonges diplomatiques et pillage organisé. C'est un décryptage indispensable pour comprendre pourquoi la paix nous échappe encore malgré tant de signatures. Que Dieu bénisse notre chère nation et protège chaque foyer congolais. Je prends congé de vous pour ce soir et je vous confie à ma consoeur Ilonga pour les éditions du week-end. Nous nous retrouverons les semaines prochaines pour continuer à chercher la vérité. C'était Yolande pour Inside News RDC.